épisode fait partie d'une série de 5 podcasts liés au projet Choosing Greenly, projet financé par la Fondation privée des hôpitaux universitaires de Genève et qui prend place aux hôpitaux universitaires de Genève, dont l'objectif est de réduire l'impact environnemental des soins. Aujourd'hui, le volet urgence ambulatoire, piloté par Julien Salamoun, médecin adjoint au sein du service de premier recours au HUG. Bonjour Julien Salamoun. Bonjour Gaël. Quels sont les enjeux des urgences ambulatoires du point de vue environnemental? Alors, on est une unité d'entrée, on va dire, au HUG ou de passage avec un gros débit. On a à peu près 40 à 45 000 passages de patients par année maintenant, ce qui représente un nombre conséquent de patients. Et une grande majorité de nos patients bénéficient d'examens complémentaires de type radiologique, de type laboratoire. Et tout ça, c'est des processus qui émettent des gaz à effet de serre et sur lesquels on se pose des questions. Alors, comment essayez-vous de réduire ces impacts, notamment au sein du projet Choosing Greenly? Alors, dans la contribution de la santé aux émissions de gaz à effet de serre est importante. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'en parler précédemment. 4/5e pays, c'est ça. Qui émet à peu près 10% des émissions globales, un petit peu moins en Suisse, 6 à 7% d'après les derniers chiffres, et puis à peu près 1% du total de ces émissions suisses est lié au HUG. Et quand on regarde un peu plus en détail, et ça c'est des données australiennes, à peu près 50% de ces émissions dépendent des processus de soins, et à peu près un tiers du bâtiment. Et nous, on s'est concentré sur les processus de soins pour essayer d'une part d'étudier un processus de soins, et puis d'autre part de voir si on avait un levier d'action, puis une manière de réduire les émissions qui sont reliées à un processus de soins. Ce n'est pas quelque chose d'hyper évident dans le sens où quand un patient vient à l'hôpital, il peut venir pour une raison X ou Y, et puis il n'y a pas de processus de soins forcément bien codifié, disons. Et puis, si vous venez, par exemple, avec une douleur abdominale, on pourra décider ou pas de faire un scanner ou bien un bilan de sang. Et ça va être quand même laissé à la latitude du clinicien, de la clinicienne qui vous voit, sans que ça soit très, très bien codifié. Donc, ce qu'on voulait, c'était un processus qui soit reproductible, qui soit identifiable dès l'arrivée du patient, qui soit reproductible, qui soit, si possible, codifié dans la prise en charge et qui nécessite des examens complémentaires. Et puis par ailleurs, un processus qui ait un débit suffisant pour que ça soit intéressant de travailler dessus et puis que ça ne soit pas quelque chose qui vienne assez peu souvent. Donc on a un peu analysé nos données, pourquoi venaient nos patients et nos différents processus, et puis on s'est concentré sur le traumatisme du genou, qui a le mérite d'être assez simple dans sa définition. C'est je me suis cogné ou tordu le genou quand j'arrive aux urgences, où j'ai eu un accident et j'ai mal au genou. Qui est assez codifié. On a des protocoles qui sont valables pour l'ensemble du réseau des urgences de Genève, les HUG et d'autres cliniques autour. Donc la prise en charge est assez homogène quand on voit un patient. Ça nécessite très souvent un bilan radiologique complémentaire, radiographie standard ou IRM. Et puis c'est assez fréquent. On a estimé que c'était entre 800 et 1000 patients par année. Donc plusieurs occurrences par jour de patients qui viennent avec le même motif de consultation. Et c'est comme ça qu'on a décidé, pour commencer, de se concentrer sur ce processus, avec d'une part l'idée de l'évaluer. Qu'est-ce que finalement ça représente en termes d'émissions? Est-ce que c'est beaucoup, est-ce que c'est pas beaucoup? Et de quoi sont composées ces émissions? Et là, on a travaillé avec la faculté des sciences, et c'est Paulina Boyko surtout qui a analysé toutes ces données. Et puis d'autre part, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de réduire cette émission en agissant vraiment sur le processus de soins? Justement, qu'est-ce que vous pouvez faire pour, une fois qu'on a cartographié, on a choisi cette pathologie, on a vu comment ça représentait, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Est-ce qu'on ne se fait pas, je ne sais pas, pas d'examen complémentaire justement? Ouais, c'est un peu l'idée. C'est là où la médecine durable rejoint un peu la smarter medicine, la médecine de l'efficience est basée sur des preuves. Et en fait, le choix du traumatisme du genou était pas anodin, en plus des raisons qu'on a mentionnées avant. Il y a des critères dans la littérature qui existent pour dire si on doit faire une radiographie standard ou pas dans la prise en charge aux urgences. Et ces critères, on a fait une étude de baseline de ce qui se passait chez nous. On a vu qu'ils étaient très mal respectés. À peu près 25% des radios étaient effectuées alors qu'elles auraient pu être évitées. Donc on avait une marge de manœuvre non négligeable. Et on a travaillé en parallèle sur le changement de comportement. Et là, il y a eu plusieurs étapes, mais on a eu d'abord des interventions orales, on a mis des posters et voir si ça avait un effet. Et puis on a vu que ça réduisait grosso modo de 25 à 15% la prescription radio, donc c'était quand même un peu mieux. Et puis dans un deuxième temps, on a implémenté une
alarme informatique. À chaque fois que je veux prescrire une radio du genou, j'ai une alarme qui vient, qui dit avez-vous vraiment les critères? Puis ça les cite. Et puis je dois valider que je les ai pour prescrire la radio. Puis là, en analysant, on a vu que c'était tombé à peu près à 4% de radios inappropriées. On a vraiment eu un effet sur le comportement des gens, puis un effet qui est efficace, qui est important, puis qui est comparable à ce qui était décrit dans la littérature. Donc ça représente, on peut imaginer des impacts économisés importants. Est-ce que vous avez déjà donné pas mal de chiffres là en lien avec la réduction? Est-ce qu'on peut imaginer combien ça représenterait si cette grande machine que sont les HUG faisait ça? Alors c'est probablement assez peu pour être réaliste. Il y a deux raisons à ça. La première, c'est que la plupart des patients qui viennent avec cette pathologie viennent chez nous, donc ils sont déjà captés un peu dans ce qu'on a mis en place. Et puis l'autre part, et ça c'était assez intéressant quand on a analysé, alors les analyses ne sont pas tout à fait complètes, mais quand on a analysé le bilan carbone des patients qui viennent aux urgences, on s'est rendu compte que à peu près la moitié c'était le déplacement du patient. Venir aux urgences. Et ça, quand on a un problème urgent, c'est pas quelque chose qu'on peut contrôler. On ne peut pas dire vous êtes tombé, vous êtes fait mal au genou, faut prendre le bus. Quoi. Oui. Donc là, on n'a pas de marge de manœuvre. Ensuite, à peu près 15-16%, c'est les déplacements des collaborateurs. Et là, c'est au niveau de l'institution d'agir. Oui. Mais nous, sur le moment, dans le processus de soins, on n'a pas vraiment de marge de manœuvre. Il reste grosso modo un tiers où c'est le processus de soins. Et sur ce un tiers, la part liée à la radiologie, elle est assez minime. C'est de l'ordre peut-être de quelques pourcents. Alors c'est bien, on agit dessus, ça n'a pas qu'un effet environnemental, c'est un effet économique, c'est un effet sur la durée de passage du soin, ça diminue les irradiations des patients. Donc il y a plein d'effets bénéfiques liés à ça. L'effet purement sur l'émission des gaz à effet de serre, il est pas aussi grand que ce à quoi on s'attendait, il faut être honnête. Par contre, ce qu'on a aussi mis en évidence, c'est que le fait de donner une attelle ou pas, ça avait un impact très important, probablement 5 ou 6 fois celui de la radiologie en tant que telle. À peu près 15% de l'itinéraire, du bilan total du patient, c'est le matériel qu'on remet. Et une grosse partie de ce matériel, c'est une attelle qui est produite à l'étranger, qui vient en bateau et tout ce qui est lié. Donc, on a aussi une marge de manœuvre là-dessus et probablement... on a réussi ce qu'on voulait faire sur la radiographie standard. Maintenant, on va plutôt voir est-ce qu'on peut améliorer, soit choisir un autre produit qui serait moins émetteur, soit ne pas donner du tout ce produit, puisque finalement, à part certains cas spécifiques, il n'est pas forcément nécessaire. Puis aussi, on a compris dans votre explication que ce n'est peut-être qu'un début, c'était un point de départ finalement, cet traumatisme du genou, que peut-être plus tard, on verra d'autres pathologies. Alors, en quoi votre trajectoire personnelle, Julien Salamoun, vous a poussé à réfléchir à des soins moins impactants sur l'environnement? Je pense que j'ai été assez sensibilisé à la cause environnementale depuis très longtemps. Et puis, j'essaye de faire au mieux dans ma vie de tous les jours. Et c'était l'occasion là d'essayer d'implémenter des mesures à l'échelon institutionnel, à l'échelon de notre unité, et d'essayer d'avoir un impact plus large. Et d'autre part aussi sensibiliser nos collaborateurs, collaboratrices, collègues à ces enjeux. Je pense que l'accueil a été bon, que ce soit de la partie médicale ou de la partie soignante. Tout le monde a compris pourquoi on faisait ça. C'est pas anodin quand on rajoute une alerte informatique, ça rajoute des clics, ça fait perdre un peu de temps. Mais les gens ont vu un sens là derrière et on a vu les résultats. Donc on a pu constater l'efficacité de cette procédure. On avait juste, on a reçu également donc Sylvain de Lucia en lien avec justement le volet formation. Alors, ce projet Choosing Greenly, il a un début, il a une fin. Après le projet Choosing Greenly, quel est peut-être votre prochain défi en lien avec cette thématique de réduction des impacts environnementaux pour les soins? Alors, vous l'avez mentionné avant, c'est un projet pilote, ce qu'on a fait. De voir si c'était faisable, si ça faisait du sens. La réponse, elle est clairement oui. Donc, on peut imaginer dupliquer ce projet sur d'autres processus de soins avec le caveat qu'on mentionnait au début de l'homogénéité des présentations et des processus de soins. Mais on a déjà réfléchi à d'autres processus de soins sur lesquels on pourrait appliquer un peu la même méthodologie et puis soit modifier les examens complémentaires, soit ne pas les faire. La difficulté vient du fait qu'on ne peut pas faire ça au détriment de la qualité et qu'on ne peut pas mettre en danger des patients parce qu'on décide sinon, on pourrait simplement décider de réduire les soins. Mais disons, l'idée, elle n'est pas du tout là. L'avantage dans le cas du traumatisme du genou, comme on a discuté avant, c'est que ces recommandations de moins faire de radio, elles sont basées sur un cursus de littérature qui soutient ça
c'est la même qualité et on peut y aller de manière assez confiante par rapport à la partie médicale et prise en soin. Donc, il n'y a pas énormément de processus pour le moment où on a des équivalents. On se dit, ça, on peut ne pas faire et on ne met pas en danger le patient. On réfléchit aussi individuellement à chaque prise en charge. Est-ce que cet examen complémentaire est vraiment nécessaire? Est-ce qu'il va me permettre de discriminer une situation ou est-ce que je le fais pour me rassurer, pour rassurer le patient ou est-ce que je peux m'en passer? Et je pense que là, on a encore une marge de manœuvre qui est un peu moins codifiée, qui sera plus difficile à mettre en évidence parce que ça va dépendre des pratiques individuelles, mais on peut quand même sensibiliser les gens. D'autant qu'aussi la littérature scientifique progresse, on voit de plus en plus ces examens dont on questionne le coût-bénéfice, donc ça vous aidera aussi à l'avenir, j'imagine, pour questionner d'autres traitements. Alors, vous avez amené un objet. Est-ce que vous pourriez le décrire aux auditeurs et auditrices qui ne peuvent pas le voir et peut-être nous dire pourquoi vous l'avez apporté? Alors, j'ai amené un phare de vélo, en fait, un phare arrière de vélo. C'est pourquoi, lié à la transition écologique dans les soins, on a vu que la grande majorité du bilan carbone d'un processus de soins aux urgences venait du déplacement patient-collaborateur. Et je pense que nous, on a une manière d'agir là-dessus, c'est de repenser notre manière de se déplacer. Je me déplace en vélo depuis des années et des années. Et je pense que c'est au-delà de l'aspect écologique, c'est le mode de déplacement le plus efficient en ville. Donc il y a une question d'écologie, une question d'efficience, de rapidité. Et puis il y a aussi un aspect de santé publique. Se déplacer en vélo, c'est faire de l'exercice physique régulièrement. Et on sait que ça a un impact sur les maladies chroniques qui sont probablement les plus grands pourvoyeurs de coûts dans la santé. Un des fameux co-bénéfices. Exactement. Comme l'alimentation. Merci Julien Salamoun. Pas de problème, merci Gaël.